Section 3e, la portée des règles de compétence. Alors, nous envisagerons ici trois questions. D'abord, la prorogation légale des règles de compétence. Dans quelle mesure la loi peut-elle étendre la compétence de telle ou telle juridiction? Ensuite, la question des prorogations conventionnelles. Ce que la loi peut faire, la volonté des parties peut-elle le faire? Les parties ont-elles la possibilité d'étendre à loisir la compétence des juridictions? Et puis enfin, question technique, comment se règlent tous les incidents de compétence? Alors, paragraphe 1er, la prorogation légale des règles de compétence. J'ai dit précédemment qu'au cours d'une instance peuvent se greffer sur la demande initiale des demandes dites incidentes, des exceptions diverses. Dans quelle mesure la juridiction qui est compétente pour connaître la demande initiale va-t-elle pouvoir connaître accessoirement de ces demandes incidentes, de ces exceptions qui peut-être débordent sa compétence naturelle? Alors, la réponse à cette question ne peut naturellement pas être uniforme. Il faut distinguer. D'abord, évidemment, il faut parvenir à concilier la nécessité d'éviter le morcellement du procès, son saucissonnage pour laisser compétence à plusieurs juges, avec le souci également de ne pas permettre à n'importe quel juge de statuer sur n'importe quelle question. Mais d'un autre côté, d'autre part, il faut aussi avoir égard, bien sûr, à l'étendue de la compétence normale de la juridiction saisie. Et de là une distinction. Première hypothèse, la juridiction saisie est juridiction de droit commun. Il s'agit du tribunal de grande instance pour continuer de raisonner sur la première instance. On sait que sa compétence d'attribution est une compétence de principe, la compétence normale pour connaître de toute question qui n'est pas attribuée en compétence à une autre juridiction. Et par conséquent, le principe, pour ce qui le regarde, c'est qu'il peut connaître de toutes ces demandes, de toutes ces questions incidentes qui vont se greffer sur le procès. On dit que le juge de l'action est juge de l'exception. Et c'est le principe que signifie l'article 49 du Code de procédure civile dans son alinéa 1er. Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence, dit le texte, connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Il en va ainsi, évidemment, des exceptions au sens strict, des incidents de procédure que nous avons identifiés précédemment. Mais pas simplement. On a noté que le texte vise de manière générale tous les moyens de défense. Et cela recouvre alors les exceptions de procédure, mais aussi les fins de non-recevoir et les défenses au fond. En outre, l'article 51 du Code de procédure civile pose pour le tribunal de grande instance la même solution en ce qui concerne les demandes incidentes. Donc pour les demandes additionnelles, pour les demandes reconventionnelles et pour les demandes en intervention. Mais cette prorogation légale de compétence a pour limite la compétence exclusive des autres juridictions. C'est ce que disent les articles 49 et 51. C'est dire que dans ce dernier cas, on est en présence de ce qu'on appelle une question préjudicielle. Le juge de la demande principale doit renvoyer la demande incidente au juge qui a compétence exclusive pour en connaître. Dans l'attente de sa décision, il doit surseoir à statuer. Si maintenant la juridiction saisie est juridiction d'exception, il n'y a évidemment aucune espèce de difficulté à lui reconnaître la faculté de trancher les difficultés d'ordre procédural qui affectent l'instance qui est pendante devant elle, ce qu'on appelle les incidents d'instance. Exemple, les incidents de jonction, de disjonction d'instance, l'interruption d'instance, la suspension de l'instance. Et c'est effectivement la solution qu'énonce l'article 50 du Code de procédure civile. Mais comme la juridiction est par définition d'exception dans ce cas, elle n'a pas, contrairement au tribunal de grande instance, compétence de principe pour connaître des demandes incidentes qui sortent de sa compétence normale. Et c'est pourquoi cette fois, l'article 51 qui pose au sujet du tribunal de grande instance le principe que le juge de l'action est juge de l'exception, c'est pourquoi ce texte prévoit au contraire
pour les autres juridictions, c'est-à-dire les juridictions d'exception, qu'elles ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leurs compétences d'attribution, et d'aucune autre. Quant aux moyens de défense au fond, fin de non-recevoir, exception de procédure, l'article 49 énonce, on l'a déjà dit, que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question entrant dans la compétence exclusive d'une autre juridiction. C'est dire que pour les moyens de défense, on retrouve devant les juridictions d'exception le principe que le juge de l'action est juge de l'exception. La juridiction ne sera donc pas tenue, ici, de surseoir à statuer. Elle ne devra le faire que si la question relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction, ce qui d'ailleurs sera assez fréquent en pratique. Remarquons pour finir que cette distinction est d'ailleurs remise en cause pour le tribunal d'instance et la juridiction de proximité par des textes spéciaux, textes qui élargissent leurs compétences, je cite, aux demandes incidentes aux moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Autrement dit, pour les demandes incidentes, on retrouve, d'après ces textes, ce sont les articles R221-40 et R231-5, le principe que le juge de l'action est juge de l'exception, sauf toujours la réserve des compétences exclusives d'une autre juridiction. Voilà pour les aménagements légaux, les prorogations légales de compétences. Qu'en est-il pour les aménagements volontaires de cette compétence? Paragraphe 2e. Ce que la loi parfois fait, la volonté des parties, autrement dit, peut-elle le faire? Est-ce que les parties à un litige peuvent, de leur propre mouvement, convenir de soumettre leur litige à un juge qui n'est pas légalement compétent pour en connaître? En somme, la question revient à se demander dans quelle mesure les règles de la compétence sont d'ordre public. Alors a priori, on pourrait être tenté de distinguer ici entre la compétence territoriale, dont on pourrait penser qu'elle est davantage d'intérêt privé, puisqu'elle a pour objet d'éviter qu'un plaideur ne doive se déplacer lointainement pour pouvoir défendre un litige, et les règles de la compétence d'attribution qui intéresseraient davantage le service public de la justice et par conséquent qui pourraient être davantage teintées d'ordre public. Cette opposition, disons de suite, ne rend pas compte du droit positif. Elle est beaucoup trop schématique. Les solutions sont moins tranchées. En matière de compétences d'attribution, pour commencer, la prorogation conventionnelle de compétences est assurément interdite, elle est prohibée, lorsqu'elle vise à faire passer la compétence d'un ordre juridictionnel à l'autre, de l'ordre administratif vers l'ordre judiciaire ou inversement, ou bien lorsqu'elle prétend modifier le degré de juridiction, par exemple lorsqu'il s'agit de dispenser du double degré de juridiction ou de créer un double degré de juridiction là où il n'existe pas. Mais il faut faire des distinctions lorsqu'il s'agit simplement de modifier la nature de la juridiction compétente, dans un même ordre juridictionnel au même degré de juridiction. S'agissant de la compétence du tribunal de grande instance, il est admis qu'on peut proroger conventionnellement sa compétence sous réserve simplement que la clause d'extension de compétence intervienne après la naissance du litige et qu'elle ne remette pas en cause la compétence exclusive d'une autre juridiction. S'agissant maintenant des juridictions d'exception, au contraire, le principe est qu'aucune prorogation conventionnelle de compétence n'est possible si le législateur a défini étroitement les compétences de ces juridictions par exception. On ne veut pas que les parties puissent à loisir les étendre. Toutefois, pour le tribunal d'instance, dont j'ai dit tout à l'heure que sa compétence d'exception a tendance à glisser vers une compétence ordinaire, pour le tribunal d'instance, toutefois, l'article 41 du Code de procédure civile, en son alinéa 1er, autorise à proroger conventionnellement sa compétence en matière d'action personnelle ou mobilière, au-delà de son taux légal de compétence, qui est de 10 000 €, rappelons-le. Cependant, cette possibilité suppose là encore que le litige soit d'ores et déjà né, et elle a pour limite toujours l'interdiction de porter atteinte à la compétence exclusive d'une autre juridiction, du tribunal de grande instance spécifiquement. Concernant maintenant la compétence territoriale,
Eh bien, le Code de procédure civile a craint ici que des clauses dérogatoires ne viennent à se généraliser, ne deviennent de véritables clauses de style contre la partie faible au contrat. Et c'est pourquoi était posé en principe que, je cite, « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite ». Voilà ce que nous enseigne l'article 48 du Code de procédure civile. Il reste que cette explication permet de comprendre le besoin de protection ne se faisant plus ici sentir, et bien qu'entre commerçants, cette clause de prorogation de compétences territoriales soit valable, au moins si elle est stipulée par écrit et de manière très apparente. Enfin, dernier point, paragraphe 3, les incidents de compétence. Alors le défaut de compétence de la juridiction saisie peut être soulevé par le défendeur par un moyen que l'on a déjà qualifié. Il s'agit d'une exception de procédure, plus précisément d'une exception d'incompétence. On parle en pratique de déclinatoire de compétence. Et on a déjà précisé les conditions d'invocation de cette exception d'incompétence. Elle doit être soulevée in limine litis, à charge d'indiquer la juridiction compétente avant tout autre moyen de défense. La question toutefois se pose aussi de savoir si le juge peut, voire doit, soulever d'office son incompétence. Eh bien, à moins qu'un texte ne prévoie le contraire, le juge n'est jamais tenu de relever d'office son incompétence, mais il peut le faire dans les cas qui sont prévus aux articles 92 et 93 du Code de procédure civile. En particulier, le juge peut relever d'office son incompétence d'attribution lorsque la règle méconnue est une règle d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Quant à l'incompétence territoriale, elle peut être relevée d'office en matière gracieuse, dans les litiges qui sont relatifs à l'état des personnes, et dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou bien toujours lorsque le défendeur ne comparaît pas. Dans tous les cas, lorsque le juge retient son incompétence, il n'a évidemment pas à statuer au fond. Mais parfois, pour admettre son incompétence, il aura dû trancher, à titre préliminaire, une question qui relève du fond de l'affaire. Dans ce cas, il doit trancher cette question de fond et celle de sa compétence par des dispositions distinctes dans son jugement. Article 77 du Code de procédure civile. Et dans son jugement d'incompétence, le juge doit en outre désigner la juridiction qu'il estime être la juridiction compétente lorsque c'est une juridiction judiciaire non répressive, lorsqu'elle participe du même ordre de juridiction et qu'elle a la même nature. Ainsi, par ce biais, eh bien, le dossier sera directement transmis à la juridiction compétente et ainsi l'instance ne sera pas éteinte, elle se poursuivra devant le juge compétent. Si au contraire, la compétence appartient à une juridiction répressive ou bien à l'ordre administratif ou bien encore à une juridiction arbitrale ou étrangère, eh bien ici l'erreur est plus grave et par conséquent les parties sont invitées à mieux se pourvoir. C'est à elles eh bien, de procéder à la reprise de l'instance devant la juridiction compétente. Si maintenant, à l'opposé, le juge admet sa compétence, eh bien, il aura à statuer évidemment sur le fond du litige. Il pourra donc trancher la question de compétence et le fond dans une seule et même décision. Ou bien, il pourra d'abord trancher la question de compétence et surseoir à statuer au fond dans l'attente du recours contre cette décision de compétence, ce recours étant, on l'a déjà dit, le contredit. Et en effet, les décisions qui sont rendues sur la compétence sont susceptibles d'une voie de recours spécifique. Le contredit qui est ouvert dans les 15 jours du prononcé de la décision. Remarquons bien 15 jours du prononcé et non pas de la signification de la décision. Il reste que ce recours spécifique n'est ouvert que si le juge n'a statué que sur sa compétence, nous dit l'article 80. S'il a en outre statué sur le fond, c'est alors l'appel qui sera ouvert.